Je vais être honnête avec vous. Il y a un endroit dans le monde que je trouve complètement sous-estimé. Un endroit qui, s'il se bloque, peut faire grimper le prix de l'énergie en Europe en quelques jours. Pas dans des mois, pas dans des années, en quelques jours. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la majorité des gens ne savent même pas où il se trouve. Cet endroit, c'est le détroit d'Ormuz. Et plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte que ce n'est pas juste un point stratégique, c'est littéralement un verrou de l'économie mondiale. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement, alors prenez une seconde pour liker et vous abonner. Ce genre de sujet mérite une lecture claire, posée et basée sur des données fiables. Et du coup, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi un endroit aussi petit peut avoir un impact aussi énorme? Quand on regarde une carte du monde, le détroit d'Ormuz, on peut presque passer à côté. C'est un passage maritime situé entre deux zones très connues, d'un côté l'Iran de l'autre, les pays du Golfe comme Oman et les Émirats. Et ce que je trouve assez frappant, c'est sa taille. À son point le plus étroit, on parle d'environ 33 km. 33 km. Pour vous donner une idée, c'est à peine la distance entre deux grandes villes proches. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas sa largeur totale, c'est la zone navigable. Parce que les navires ne peuvent non pas passer n'importe où. Ils suivent des couloirs très précis, parfois larges, de seulement quelques kilomètres. Et là, quand tu comprends ça, tu commences à avoir le problème. Parce que moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « Ok ». Donc, une partie énorme du commerce mondial passe dans un couloir minuscule? Et la réponse est oui. Selon les données de l'Energy Information Administration américaine, entre 17 et 20 millions de barils de pétrole passent chaque jour par le détroit d'Ormuz. Je répète, 17 à 20 millions de barils chaque jour. Et là, il faut bien comprendre ce que ça représente. Ça correspond à environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Un baril sur 5. Et honnêtement, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis arrêté 2 secondes. Parce que ça veut dire que une voiture sur 5 dans le monde dépend indirectement de ce passage. Et ce n'est pas que le pétrole. Il y a aussi le gaz naturel liquéfié. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 20% du commerce mondial de GNL transite aussi par cette zone. Et là, on parle directement de chauffage, d'électricité, d'industrie. Donc, à ce stade, je pense qu'on peut déjà dire une chose. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas un simple passage, c'est une artère. Et là, il y a une question logique. Pourquoi tout passe par là? Pourquoi on n'a pas construit d'autres routes? Quand tu regardes la carte plus en détail, tu comprends très vite. Les plus grands producteurs de pétrole au monde sont concentrés dans cette région. Arabie saoudite, Irak, Koweït, Émirats arabes unis, Iran. Et tous ces pays exportent massivement. Mais géographiquement, ils sont enfermés dans le golfe Persique. Imagine une immense réserve d'énergie, enfermée dans une sorte de bassin. Et pour sortir de ce bassin, il n'y a qu'une seule porte. Cette porte, c'est le détroit d'Ormuz. Et c'est là que, personnellement, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça veut dire que toute une partie de l'économie mondiale repose sur un point unique, un point fragile. Ce qui est fascinant, c'est que cette importance ne date pas d'hier. Le détroit d'Ormuz est stratégique depuis des décennies. Déjà dans les années 1980, pendant la guerre Iran-Irak, les deux pays attaquèrent les pétroliers dans ce qu'on a appelé la guerre des tankers. Selon plusieurs analyses historiques et données militaires, des centaines de navires ont été ciblés pendant cette période. Et quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est une répétition. Sauf que aujourd'hui, l'économie mondiale est beaucoup plus dépendante qu'à l'époque. Et là, on arrive à la vraie question. Qu'est-ce qui se passe si le détroit se bloque? La première chose, c'est le prix du pétrole. Selon plusieurs scénarios analysés par l'Agence internationale de l'énergie et des grandes banques, une perturbation majeure pourrait faire monter les prix très rapidement. Certains analystes évoquent 100 $ le baril, voire beaucoup plus en cas de blocage total. Et là, je pense qu'il faut être très concret, parce que sinon ça reste abstrait. Si le pétrole augmente fortement, le carburant augmente, le transport augmente, les prix augmentent. Et ça, c'est de l'inflation. Et en Europe,
c'est encore plus sensible. Selon la Commission européenne et l'Agence internationale de l'énergie, une grande partie de l'énergie importée dépend indirectement de ces flux. Même si l'Europe diversifie ses sources, elle reste exposée au marché mondial. Et c'est ça que je trouve important à comprendre. Même si ton pays n'achète pas directement ce pétrole, tu subis quand même les conséquences. Parce que les prix sont mondiaux. Et à ce stade, on comprend déjà une chose essentielle. Le détroit d'Ormuz n'est pas juste un lieu stratégique, c'est un point de pression, un levier. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi ce détroit est devenu une arme géopolitique. Qui peut vraiment le bloquer? Et pourquoi personne ne veut aller trop loin? Donc à ce stade, on a compris une chose essentielle. Le détroit d'Ormuz est un point de passage critique. Mais il reste une question beaucoup plus délicate. Qui peut réellement le contrôler? Parce que, sur le papier, bloquer un passage aussi stratégique, ça paraît énorme. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment possible? Quand tu regardes la carte, tu comprends tout de suite pourquoi l'Iran revient toujours dans la discussion. Le détroit d'Ormuz longe directement ses côtes. Et ça, ce n'est pas un détail. Je trouve que c'est souvent sous-estimé, mais la géographie donne un avantage énorme. Parce que si tu es positionné au bord d'un passage aussi étroit, tu peux surveiller, ralentir ou perturber. Et justement, l'Iran a construit toute une stratégie autour de ça. Pas une stratégie classique, une stratégie asymétrique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran ne cherche pas à rivaliser frontalement avec les grandes puissances, mais plutôt à rendre la zone instable. Et là, quand tu regardes les analyses militaires, notamment celles du Center for Strategic and International Studies, plusieurs capacités reviennent régulièrement. Missiles anti-navires, mines marines, drones, SEAL, anti-navires, mines, marines, drones, petites embarcations rapides. Et honnêtement, ce n'est pas la puissance brute qui est impressionnante, c'est la logique. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de bloquer totalement le détroit. Il suffit de créer un doute. Et ça, je trouve que c'est le point le plus important. Dans ce genre de situation, le risque compte autant que l'action. Si des compagnies maritimes pensent non que passer par Ormuz devient dangereux, elles arrêtent, même sans blocage total. Et on l'a déjà vu dans l'histoire récente. Lors de tensions dans la région, certaines compagnies ont suspendu temporairement leur trajet. Pas parce que le détroit était fermé, mais parce que le risque était trop élevé. Et là, tu commences à comprendre un truc assez subtil. Le détroit d'Ormuz peut être bloqué sans être officiellement fermé. Mais évidemment, l'Iran n'est pas seul dans cette équation. Parce que s'il y a une puissance qui surveille cette zone en permanence, ce sont les États-Unis. La 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, est spécifiquement chargée de sécuriser cette région. Et selon les données du département de la défense américain, elle opère en continu dans le golfe Persique et autour du détroit. Et là, je trouve que ça change complètement la lecture. Parce qu'on n'est pas dans un face-à-face simple, on est dans un équilibre. D'un côté, l'Iran peut perturber. De l'autre, les États-Unis peuvent intervenir. Et c'est exactement là que le risque augmente, parce que chaque action peut provoquer une réaction. Imaginons une attaque sur un tanker, une mine détectée, un drone abattu. Et là, tu peux très vite passer d'un incident local à une escalade régionale. Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup de gens sous-estiment. Ce n'est pas juste un problème économique, c'est un point de friction militaire. Et pourtant, malgré toutes ces tensions, le détroit n'a jamais été totalement fermé. D'un côté, l'Iran peut perturber, de l'autre, les États-Unis peuvent intervenir et c'est exactement là que le risque augmente, parce que chaque action peut provoquer une réaction. Imaginons une attaque sur un tanker, une mine détectée, un drone abattu. Et là, tu peux très vite passer d'un incident local à une escalade régionale. Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup de gens sous-estiment. Ce n'est pas juste un problème économique, c'est un point de friction militaire. Et pourtant, malgré toutes ces tensions, le détroit n'a jamais été totalement fermé. Et c'est pour ça que, dans les faits, le détroit est surtout utilisé comme une menace, une pression, un levier. Et personnellement, je trouve que c'est là que la situation devient la plus intéressante. Parce qu'on n'est pas dans une logique de guerre totale. On est dans une logique de signal. Montrer qu'on peut, sans forcément le faire, déclaration politique, manœuvre militaire, incident ciblé, et à chaque fois,
les marchés réagissent, les États réagissent, les compagnies ajustent leurs décisions. Donc au final, le détroit d'Ormuz est à la fois un point physique, un point stratégique et un outil de pression. Et à ce stade, je pense qu'on commence vraiment à voir le tableau global. Mais il reste encore une dimension essentielle, parce que tout ça, ce sont des mécanismes. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les conséquences, concrètement, sur les prix sur l'Europe, sur ton quotidien. Et là, ça devient encore plus concret. Donc, jusque-là, on a vu comment fonctionne le détroit qui peut le bloquer et pourquoi personne ne veut aller trop loin. Mais maintenant, je pense que la vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça change pour nous? Parce que tout ça, c'est intéressant. Mais tant que ça reste géopolitique, ça paraît loin. Sauf que ça ne l'est pas. Je vais être très direct. La première chose qui explose, c'est le prix de l'énergie. Comme on l'a vu, environ 20% du pétrole mondial passe par Hormuz. Donc si ce flux est perturbé, l'offre mondiale baisse et là, c'est mécanique. Moins d'offres donne plus de tension, implique prix qui monte. Et ce que je trouve intéressant, c'est la vitesse à laquelle ça peut se produire. Parce que les marchés pétroliers réagissent instantanément, selon plusieurs analyses de l'Agence internationale de l'énergie et de grandes banques. Un blocage majeur pourrait faire dépasser les $100 le baril. Et dans des scénarios extrêmes, certains évoquent 150 voire $200. Et là, il faut vraiment s'arrêter une seconde, parce que ce n'est pas juste un chiffre. Essence plus chère, diesel plus cher, transport plus cher. Et ça, ce n'est que le début. Parce que derrière le pétrole, il y a toute l'économie, transport routier, transport maritime, aviation, logistique. Tout dépend de l'énergie. Et c'est là que je trouve que l'impact est souvent sous-estimé. On pense carburant, mais en réalité, c'est toute la chaîne de prix. Si le transport coûte plus cher, les produits coûtent plus cher, les entreprises répercutent, les consommateurs paient, et ça, c'est de l'inflation. Et en Europe, c'est encore plus sensible, parce que l'Europe importe une grande partie de son énergie. Selon la Commission européenne et l'Agence internationale de l'énergie, elle dépend fortement des marchés mondiaux. Et ça, je trouve que c'est un point crucial. Même si le pétrole ne vient pas directement du Golfe, les prix sont globaux. Donc si Hormuz se bloque, les prix montent partout, y compris en Europe, chauffage, électricité, carburant, produits du quotidien. Et là, on sort complètement de la géopolitique, on entre dans le quotidien. Et je pense que c'est important de le dire. Tout le monde n'est pas touché de la même manière. En Asie du Sud, par exemple, des centaines de millions de personnes dépendent directement de ces flux énergétiques. Selon la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie, plus de 800 millions de personnes sont particulièrement vulnérables au choc énergétique. Et là, honnêtement, je trouve que ça remet les choses en perspective. Parce que pour certains, une hausse des prix, c'est une contrainte, mais pour d'autres, c'est un choix impossible, se chauffer ou se nourrir. Donc à partir de là, qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Le détroit reste ouvert, mais sous tension. Résultat, prix élevés, instabilité, incertitude, attaques ponctuelles, trafic réduit, assurance qui explose, commerce ralenti, coûts qui augmentent, marché sous pression. Et là, on change d'échelle. Choc énergétique mondial, récession possible, tension politique. Et personnellement, je pense que c'est ce scénario que tout le monde veut éviter. Et si on prend un peu de recul, je trouve que cette situation révèle quelque chose de plus profond. Notre monde dépend encore énormément de points de passage physiques. Canal de Suez, détroit de Malacca, détroit d'Ormuz. Et ça, c'est une fragilité, parce que ça veut dire que quelques endroits clés peuvent influencer toute l'économie mondiale. Donc au final, le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un lieu, c'est un levier, un point de tension, un révélateur de notre dépendance énergétique. Et personnellement, ce que je trouve le plus marquant dans tout ça, ce n'est pas seulement le risque de conflit, c'est le fait que notre quotidien dépend encore de zones aussi fragiles. Et la vraie question, au fond, ce n'est pas seulement si le détroit d'Ormuz peut se fermer, c'est: sommes-nous prêts si ça arrive?